Bonjour tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach et fondateur de la meilleure année de votre vie. Cette initiative-là unique qui, mois après mois, nous permet de rencontrer des leaders fantastiques, des personnes de cœur, des gens qui accomplissent des choses extraordinaires et qui nous inspirent. Et aujourd'hui, mes amis, on a un cadeau exceptionnel pour vous. On a le privilège fantastique de rencontrer une dame qui est une femme d'affaires au succès international, une femme de valeurs familiales avec des valeurs incroyables. Elle a été décrite au cours de la dernière année et demie, puisqu'elle joue un rôle incroyable dans l'émission L'œil du dragon. Elle a été décrite comme étant une femme de cœur, une femme authentique, une femme en feu, une femme avec un charisme fou et d'abord et avant tout, une femme très humaine, avec une très belle humanité. C'est avec grand plaisir qu'on accueille Mme Danielle Henkel. Ça va bien, Danielle? Très bien, merci, Martin. Ça va bien? Oui, merci énormément, Danielle, de nous accueillir dans vos bureaux. Juste avant qu'on rouvre les caméras, je vous mentionnais que très souvent, on dit qu'une équipe est à l'image de sa leader. Et je peux vous dire que depuis qu'on est rentré dans les bureaux, que ce soit avec l'équipe de caméra ou moi-même, on a été reçus d'une façon exceptionnelle. Donc, merci énormément. Bien, ça me touche beaucoup, puis ça va être redit à ceux qui le méritent, c'est-à-dire ceux qui vous ont accueillis. Je trouve que c'est une belle équipe. Oui, c'est vrai qu'on a des gens de cœur qui travaillent ici. Beaucoup. Danielle, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui ont entendu votre histoire, que ce soit dans les médias, à travers la presse, les journaux, la télévision, la radio. Vous avez accordé beaucoup d'entrevues au cours de la dernière année, et là, une autre aujourd'hui. Mais par contre, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas votre parcours exceptionnel. On a des auditeurs aussi en Europe qui ne connaissent pas peut-être le phénomène Danielle Henkel encore. Alors, j'aimerais que, comme point de départ pour notre conversation aujourd'hui, Danielle, que vous nous rameniez tournant les années 90, qui a été une décision excessivement audacieuse, contre vents et marées, après avoir passé une enfance au Maroc, par la suite en Algérie. Tournant les années 90, vous prenez une décision qui va changer votre vie littéralement, mais qui n'a pas été facile. Ramenez-nous un peu à ce départ-là, à votre arrivée à Montréal, lorsque vous avez décidé de quitter l'Algérie, cette grande décision-là. Oui. Vous avez raison de dire grande décision, parce que je le dirais aussi probablement. Je crois sincèrement que ça a été, et ce sera peut-être, un des plus grands défis de ma vie. Le plus grand défi, pourquoi? Parce que quand vous avez 34 ans, et 34 ans, c'est jeune, hein? Souvent on est parent de peut-être d'un seul enfant, moi j'étais maman de 4. J'avais à ma charge déjà une maman qui était pas très en forme, et j'ai pris la décision de quitter mon pays, l'Algérie, malgré que je sois née au Maroc, mais j'ai quand même grandi en Algérie. Et pour faire un sommaire, ma maman était juive, mon papa était allemand. Donc je suis la fille d'une femme exceptionnelle qui a vécu sa vie pleinement. Elle l'a vécu suivant ses règles à elle, ses valeurs à elle, et elle n'a jamais eu peur d'être différente. Elle n'a pas voulu suivre le chemin malgré le très haut prix qu'elle a dû payer à maintes et maintes reprises. Elle a été une femme excessivement riche. Elle s'est faite elle-même. Elle était illettrée. Et c'est une femme qui est devenue monoparentale puisque mon papa est décédé à ma naissance. En fin de compte, je ne sais pas s'il est décédé, mais il a été porté disparu puisqu'il faisait partie de l'armée française. Mon père était allemand, puis il avait quitté l'Allemagne parce qu'il n'était pas d'accord avec le régime. Et je parle des années 55, 56, 54, 55. Moi, je suis née en 56, donc vous avez mon âge. Et j'en suis fière, et j'en suis fière. Mais dans ces années-là, c'était quand même pas facile, mais il est venu servir l'armée française, donc la Légion étrangère, au Maroc, puisqu'il y avait des conflits entre le Maroc et l'Algérie. Bon. Et maman était donc au Maroc. C'était une femme d'affaires très connue, réputée, une femme de grand cœur, mais une femme aussi qui a souffert parce que, n'oubliez pas, je reviens, elle était juive dans un pays musulman. Femme seule, avec une petite fille, donc elle m'a eue après, et mon papa n'était plus dans les parages. Donc elle a eu à tout le temps se battre pour faire valoir ses droits. Et elle a malheureusement tout perdu. Et j'ai donc grandi aux côtés d'une personne que je regardais quand j'étais toute petite, toujours de haut. Mais quand je dis de haut, c'est parce que pour moi, elle était un monument. Une admiration sans limite. C'était comment peux-tu continuer d'aimer l'humain
d'aimer l'autre, d'être vraie, d'être bonne. Quand tu reçois constamment des coups de poing et des gifles, c'est comme... Qui était sa réalité. Oui, justement, c'était sa comme vous réalité. l'expliquez si Mais bien. moi, la petite fille, l'adolescente qui commençait à bouillir, ne comprenait pas. J'avais cette rage qui commençait en moi parce que je voulais, pour moi, je me disais, mais c'est tellement injuste. Donc, vous sentiez quelque chose, mais vous êtes sans voir toute l'ampleur de Mais ce oui. qu'il vivait. Vous étiez Tout à fait. sensible à... Hyper sensible à cette réalité-là. Et j'ai eu la chance d'avoir la maman que j'ai eue parce qu'elle m'a tenu la main et elle a essayé de me mettre d'abord dans des très bonnes écoles. Elle m'a plongée, c'est rare, je suis juive par ma mère, n'est-ce pas? Mais elle m'a baptisée catholique. Absolument. Elle a fait des choses, je vous dis, Très contre-courant. controversé. Contre-courant, des paradoxes les uns après les autres. Et elle m'expliquait, en fin de compte, je pense qu'elle l'a fait de ce temps-là pour me protéger. Et donc j'ai été élevée par des religieuses, j'ai été proche de la religion catholique. Elle voulait m'inculquer l'amour, le respect, la bonté. Et elle me disait souvent, Daniel, écoute, c'est ma vie, pas la tienne. Je veux que tu vives ta vie avec tes yeux à toi. Et à chaque fois que je m'emportais, elle me disait, chut, on se calme. Demain est un autre jour. Et elle me répétait toujours, tu sais ma fille, je t'aime tellement. Tu es capable, tu es bonne et tu es belle. Et j'ai grandi aux côtés d'une femme comme ça. Est-ce que ça a été facile? Non. Et donc, quand je suis devenue moi-même maman, j'ai eu 4 beaux enfants en Algérie. Je me suis mariée, j'ai été à l'université, je m'occupais de maman. Maman vivait avec moi. Ça, c'est une chose qui pour moi, n'était même pas à discuter. C'est que maman devait vivre avec moi. Donc, mon ex-conjoint, Vous je aviez lui ce disais... sens de responsabilité-là Complètement. déjà. Et l'amour aussi. Ah, mais Oui, complètement. oui. Je ne me voyais pas sans elle. Absolument pas. Et je disais à mon ex-conjoint, pour plaisanter, je lui dis, regarde, pour le prix d'une, t'en as 2. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec ça? Ah oui, il a toujours été Ah oui? d'accord. Oui, 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 il a toujours été d'accord. Je dois lui donner ça, C'est bien. c'était un grand monsieur. C'était vraiment un gentleman. Donc j'ai eu de la chance à ce niveau-là aussi, où j'ai eu dans ma vie des personnes, j'en ai pas eu beaucoup, j'ai eu un premier conjoint et un deuxième conjoint, mais j'ai eu des hommes dans ma vie qui ont été respectueux, respectables et des gentlemen. Donc maman a vécu avec moi et à l'âge de 34 ans, bon, j'ai travaillé pour le département d'État américain à Oran, et quand j'ai commencé à sentir que la situation politique... La montée de l'intégrisme Complètement. à l'époque, fin des années 80, Oui. début 80. Et c'était pas assez fort encore. Hein. C'était, je vous parle, 88, 87, 88, 89. Okay. On commençait à avoir des remarques. Par exemple, pourquoi ta fille, elle porte pas le pantalon? Pourquoi est-ce qu'elle parle pas l'arabe? Pourquoi? C'est des choses qui, avant, ne se disaient pas, ne se faisaient pas. Il y avait des signes avant-gardistes. Mais il fallait aller être à l'écoute. Oui, oui. Et là, j'ai décidé, il fallait partir. Pour la sécurité de mes enfants. Peut-être pour la mienne aussi, je ne sais pas. Mais ce qui primait, c'était mes enfants. Et j'ai donc eu une conversation avec ma famille. Bien entendu, je n'ai eu le support de personne. Il n'y a rien de mieux pour prendre une décision importante. Ma mère était trop enracinée. Ouais. Et elle était quand même à un âge avancé. Elle avait ses assises, elle avait son monde, ses amis. Et elle m'a dit, tu peux partir si tu veux, mais sans moi. Et elle savait qu'en me disant ça, je ne partirais jamais. Reverse psychology. Et je lui ai dit, maman, cette fois-ci, je vais te dire non. Tu vas me suivre. Donc à ce moment-là, la motivation principale pour prendre cette décision-là était vraiment la sécurité, l'amour Tout à fait. De vos enfants. Il fallait que je parte, mais je ne connaissais pas le danger. Vous savez, c'est encore cette intuition du fait d'être tellement proche des gens. Tu te dis, il y a quelque chose qui doit changer, mais je ne savais pas où aller. J'étais venue à Montréal en 88, et c'était 87, fin 87, début 88, lors d'un séminaire de 3 jours, et j'avais tellement apprécié et les gens
et ce que j'avais entendu en très peu de temps, 3 jours. Mais vous savez, en plaisantant, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, vous savez, si un jour je devais quitter, ce qui ne se passera pas, parce que j'étais établie, j'étais très bien, je pense que je viendrais vraiment à Montréal. Je pense que quelque part, il y a quelqu'un qui l'a entendu. Et j'ai décidé de venir au Québec, à Montréal. Alors, pour faire une histoire, oui? Seul? Pas du tout. Quand j'ai présenté le projet, mon conjoint m'a dit non, ma mère m'a dit non, et mes enfants n'étaient pas en âge de prendre une décision. Alors, ce que j'ai fait, je suis quand même allée à l'ambassade, j'ai commencé les démarches, et je me suis dit, quand le temps sera venu, si je suis acceptée, si le projet avance, je vais m'allier des gens importants qui étaient d'ailleurs, entre autres, une personne importante qui était mon beau-père, mon ex-beau-père, le père de mon conjoint, parce que ma belle-mère était décédée déjà. Des gens exceptionnels. Et j'ai fait un voyage à Alger, parce qu'ils habitaient à Alger, j'habitais Oran, avec mes 4 enfants, mon conjoint, et j'ai dit, papa, je l'appelais papa, j'ai dit, papa, j'ai une nouvelle à te dire. Et ton fils Ahmed n'est pas d'accord. Je veux partir avec tes petits-enfants et ton fils. Je m'en vais au Canada. C'est mon rêve, je pense que c'est important, il faut qu'on parte. Mon beau-père m'a écouté, il a regardé son fils, il lui a dit, Ahmed, tu fais ce qu'elle te dit. Je l'ai regardé, j'ai dit, papa, merci. Il m'a dit, non, je te fais confiance, je sais que tu emmènes mes petits-enfants loin de moi, mais si tu as pris cette décision, c'est qu'elle a été réfléchie. Je te fais confiance, pars en paix. C'est vrai ce que je vous dis. Et donc, c'est à partir de là que mon conjoint a commencé à se poser des questions et je lui ai dit, écoute, je pense qu'il faut vraiment. Et oui, il fallait vraiment. En 90, il a commencé à y avoir des gros remous, mais j'avais déjà quitté. Je suis arrivée ici en janvier 90. Et j'ai eu beaucoup de difficultés aussi à quitter mon poste parce que mes patrons, donc des gens assez bien placés, les ambassadeurs, l'ambassadeur et tous les hauts fonctionnaires au département d'État à Washington, D.C., se posaient la question pourquoi je n'avais pas choisi les États-Unis d'Amérique, puisque j'étais un fonctionnaire d'État. Et j'ai dit non. Je ne peux même pas l'expliquer, Martin. Vraiment, si vous me demandez le pourquoi des choses... C'était organique, C'était, je trouvais des excuses comme, au Québec, on parle français. Au Québec, c'est encore très famille. Dans mon cœur et dans ma tête, je me disais, si je vais aux États-Unis maintenant, j'ai peur de perdre mes enfants. Parce que la différence au niveau de l'éducation, mais de la liberté, était tellement drastique entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. Je me suis dit, j'y arriverai pas, je vais perdre le contrôle. Et ici, j'avais comme l'impression que c'était encore faisable. C'est un terrain plus fertile pour faire son arrivée. Donc, vous arrivez à Montréal. Évidemment, c'est pas évident de partir de rien. Lorsqu'on dit que vous êtes parti de rien, c'est vraiment, vraiment de rien. Oui. Et je vous amène, je sais qu'on pourrait parler très, très longtemps. Je veux pas diminuer aussi l'histoire exceptionnelle de votre parcours, mais vous avez ce désir-là de vous lancer en affaires. Vous faites de la recherche d'emploi, ainsi de suite, mais vous rencontrez des gens qui vous inspirent et vous arrivez à un moment donné avec cette passion-là de devenir votre propre patron, de vous lancer en affaires. Oui. Oui, je suis arrivée ici avec beaucoup d'illusions, un grand cœur et des yeux pleins d'amour et d'attente. Au début, ou c'était oui. quoi? Oui, complètement. Complètement. Déçue, déstabilisée, réapprendre à vivre, Littéralement. Complètement. Tout apprendre. Le langage, l'habillement, la façon que les gens se comportent. Moi, je suis quelqu'un de chaleureux, j'aime toucher. On me disait, faut pas que tu rentres dans la bulle des autres. Et je me disais, c'est quoi ça, une bulle? Donc, à cette époque-là, parce que nous, on vous connaît ici avec une confiance inébranlable, donc, lorsqu'on traverse des périodes comme ça, on sait que c'est difficile. Très difficile. On se remet en question. Encore aujourd'hui, Daniel Henkel se remet en question. Je me remets en question aussi souvent que possible. Parce qu'à partir du moment où on est confiant, trop confiant, où on pense être arrivé, où on pense avoir atteint un certain niveau, c'est la pire des erreurs qu'un entrepreneur peut faire, ou même qu'un humain peut faire. On n'est jamais arrivé. On est en apprentissage constant. La vie, c'est une école
magnifique. Et il faut être attentif, il faut vouloir apprendre, il faut vouloir écouter. Et c'est, je pense, ce qui m'a amené aujourd'hui, là où je suis. Peut-être, je dis merci à tous les jours. Est-ce que j'ai pleuré? J'ai pleuré souvent, très souvent. Est-ce que j'ai eu mal? Oui. Est-ce que j'ai changé mon fusil d'épaule? Non. Est-ce que j'ai toujours cru en la capacité de l'humain d'être bon, fondamentalement bon? Oui. Donc, malgré les épreuves, Oui. est-ce que c'est à ça que vous vous rattachiez pendant ces périodes-là qui vous ont amené Oui. à lancer dans les défis, la difficulté, les déceptions? Tout à fait. Vous vous rattachiez à la beauté humaine? J'ai appris quelque chose. Le www, c'est What Went Well. Quand ça va très mal, dans une journée, je me dis toujours, accroche-toi à une, elle peut être toute petite cette chose-là, qui a bien été aujourd'hui. Ça peut être d'embrasser ton enfant avant qu'il parte. Ça peut être de dire je t'aime. Ça peut être une petite nouvelle en disant mon Dieu, vous êtes jolie aujourd'hui. S'accrocher, aussi minime que ce soit, parce que le cerveau, c'est exceptionnel. Le cerveau est capable de reconnaître la négativité et il va te donner tout le long. Mais si tu lui envoies cette lumière une fois, il va s'accrocher à ça et te redonner le boost nécessaire pour passer au travers des épreuves. Donc c'est de s'accrocher à quelque chose de positif à chaque fois qu'on ne voit plus la lumière. Excellente stratégie. Donc, vous vous accrochez à What Went Well pendant quelques années. Et là, lorsque vous décidez de vous lancer en affaires avec le gant Renaissance, le gant exfoliant Renaissance, What Went Well, mais là, encore une fois, les défis, refus constant de financer le démarrage d'entreprise. Et encore une fois, vous vous attachez. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez aussi des inspirations, des modèles? À quoi? Non. C'est vraiment... Non. Vous savez, on m'a posé souvent cette question, puis sans aucune malice, sans manquer de respect à qui que ce soit. Vous savez, quand vous avez les mains, comme on dit dans la gadoue, vous n'avez pas le temps d'avoir des modèles. Votre modèle, c'est votre survie, c'est vos enfants, c'est ce qui prime. Et je vais revenir à votre première question quand vous m'avez dit, Daniel, est-ce que ça a été un gros défi? Vous savez, Martin, quand vous avez pris la décision de déraciner toute une famille, quand ça a été votre décision, quand personne n'a eu le droit à la parole parce que, d'abord, ils étaient ou trop jeunes, ou parce que j'avais tellement cette conviction, quand je suis arrivée ici, que j'ai compris que ce ne sera pas facile, eh bien jamais, au grand jamais, je ne me suis donné le droit de douter, d'avoir peur. Je vous l'ai dit, j'ai pleuré, mais je ne me suis... Sans changer votre fusil d'épaule sur votre forte conviction. Parce que j'avais pris la décision de les amener ici, je devais les sécuriser. C'était au détriment même de ma survie. C'était, j'ai fait un choix, je vais l'assumer jusqu'au bout. Et c'est ce que je continue de faire. C'est vraiment, vraiment profond ce que vous venez de dire. C'est vraiment exceptionnel. On a eu une question qui, le gant Renaissance, ça finit par partir. C'est aujourd'hui un succès international. C'est vendu dans plusieurs pays à travers le monde. Est-ce qu'à ce moment-là, parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas de doute à ce moment-là, c'était une question de survie, c'était beaucoup plus large qu'un simple défi. C'est une question de survie, de conviction. Tout à fait. Parce que vous aviez pris sur vous cette énorme décision-là. Est-ce que pendant cette période-là que vous vous êtes lancé en affaires, est-ce qu'il y a une période de culpabilité quand même? Parce qu'on parle souvent de se lancer en affaires, le succès, les gens vous voient sur le panel de l'œil du dragon. Et on a reçu une question intéressante d'un de nos membres qui parle. Comment est-ce qu'on fait pour gérer cette éternelle culpabilité-là entre vouloir bien faire, notre carrière, nos aspirations, notre indépendance et notre rôle maternel ou paternel lorsqu'on a cette forte conviction-là de créer son propre revenu, de faire un impact dans le monde. Est-ce qu'à cette époque-là, c'était gérable? Aviez-vous à gérer ça? Viviez-vous ça aussi? Donc, ça devait être... Et comment avez-vous fait pour gérer ça? C'est une excellente question. Et je dis souvent que c'est une question qui n'a pas de réponse en tant que telle, parce qu'elle est tellement personnelle. Elle est personnelle parce que l'humain doit savoir ce qui est important pour lui. Donc, pour une personne, ça va être ceci, pour une autre, ça va être cela. Par contre, ce que je dis,
comment moi, si je vais parler de mon vécu à moi, comment Daniel est arrivé à faire la part des choses et à essayer de maintenir la famille ensemble pendant qu'elle travaillait. J'avais des fois 2, 3 emplois dans la même journée pour être capable de mettre du pain sur la table. Oui, oui, j'ai vendu du Tupperware, j'ai fait des ménages, j'ai tout fait. C'est exceptionnel. J'ai tout fait. Et avec fierté, parce que les miens ne manquaient de rien. C'était pas important, moi. Alors, j'avais tellement... Vous savez, je dis souvent qu'on ne connaît même pas encore scientifiquement la force du cerveau. C'est quand tu es aussi déterminé, quand tu te dis que c'est ça ou rien, survival mode, c'est... Tu n'as plus le choix. Je dis, tu passes pas par la porte, tu vas passer par la fenêtre. Puis si tu passes pas par la fenêtre, croyez-moi, même le trou de la serrure, je vais passer par. Parce que there is no other way. No one is going to tell me, c'est pas possible. Je dis tout le temps, pourquoi? Ça, c'est cette flamme. Alors, comment j'arrive à compiler les deux? J'ai commencé avec la force des choses. C'est pas quelque chose qui a été pensé, je l'ai pas planifié. Tu n'arrives pas là et tu te dis, OK, pour que ça marche avec ma famille, il faut que ce soit comme ça. Il n'y a pas de recette d'ingrédients. Non, c'est dû pour toi. Comment tu vas faire ça? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai compris que les choses se faisaient bien quand on communique. Alors, j'ai commencé à parler à mes enfants. J'ai commencé à les impliquer dans non seulement mes rêves, mais les raisons qui faisaient que maman travaillait très fort. Que quand elle arrivait les fins de semaine, ben, elle n'en avait pas de fin de semaine. Elle lavait la maison, elle allait faire le marché, elle lavait les voitures, elle nettoyait la piscine, elle prenait les enfants, elle les amenait faire leur sport ou quoi que ce soit. J'étais omniprésente aussi, mais en même temps absente. Par contre, il y avait 2 choses importantes. Tous les matins, à part si j'étais dans une autre ville, mais tous les matins, le petit déjeuner était ensemble. Tous les soirs, le souper était là. J'ai eu des combats d'adolescence où mes enfants, quand elles ont eu 16 ans par exemple, ou 18 ans, « Maman, je m'en vais chez ma copine. » Tu vas nulle part. Non, elle a 18 ans. Et là, elle me regarde, et au regard, elle sait, et je leur ai toujours dit, en vous amenant dans ce pays-là, qui va devenir votre terre, c'est là où vous allez vivre, ne pense pas une minute que j'ai changé. Ne pense pas une minute que tu vas arriver à devenir quelqu'un d'autre que la fille que je souhaite que tu sois, au niveau des valeurs. Alors tu t'assois, tu prends le souper avec tes parents et tes frères et sœurs et ta grand-mère, et ensuite on discutera. Donc une identification très claire de ce qui est important pour vous. Je pense que très souvent, le manque de clarté à ce niveau-là, justement, amène peut-être un déboussolement, parce que là, on se compare avec une autre personne qui a l'air à bien gérer la chose. On dit comment ça qu'elle n'a pas l'air d'avoir de culpabilité. Donc, peut-être de le ramener à soi et de comprendre qu'à la fin de la journée, c'est très personnel. On partage. Identifions qu'est-ce qui est important pour nous, pour maintenir la communication. Puis d'en faire un jeu avec les enfants. Vous savez, je leur dis, un enfant qui a 5 ans, dédramatiser un peu. Il faut dédramatiser. Exactement. On est tout le temps en train de dire, c'est difficile, tu sais, je travaille fort, il faut que je ramène... Et comme vous dites, what went well, si on se concentre juste là-dessus, ça l'amplifie. Tu sais, maman, elle fait ça. Maman, aujourd'hui, elle a lavé des jambes. Si tu savais, il y avait des poils sur ses jambes-là. C'est vrai! Et les enfants étaient comme, oh, maman, t'es drôle! Et là, je leur dis, j'ai besoin de votre aide. On s'en va dans le sous-sol et on va faire ensemble des gants parce que j'avais pas les moyens de payer quelqu'un pour les faire. Et mes 4 enfants, on s'assoyait autour, je vous promets, on mettait des fois de la musique et on riait. Puis ma maman, des fois, il y avait des trous, elle cousait. C'était ensemble. Ils comprenaient les enjeux, mais sans dramatiser. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on apprenne, c'est que quand on a un conjoint et des enfants, ou quand on a juste un conjoint, ou quand on est seul, c'est quand on prend la décision de partir en affaires ou d'occuper un poste qui va nécessiter des heures, des déplacements, c'est au départ de clarifier les choses avec les siens et de dire, mon amour, j'ai besoin de ça. Faire en équipe. C'est mon avec rêve. Le conjoint qu'avec les enfants. Peux-tu l'accepter? Es-tu capable de faire des concessions avec moi? Qui va te dire non quand tu le demandes avec respect et que tu sois capable aussi d'accepter les concessions de l'autre?
Parce que it's not only one way, hein, c'est pas d'un chemin, ça doit être comme ça. Et voyez-vous, j'ai été mariée 27 ans et j'ai décidé de quitter le foyer familial, pas parce que c'était un mauvais bourg ou parce que c'était pas un bon bonhomme, pas du tout. C'est parce qu'à partir du moment où la communication n'était plus là, où les idéaux et, je dirais, les rêves n'étaient plus à la même place, je me suis dit, Daniel, tu vas le rendre malheureux parce qu'il n'a pas envie d'aller là. Et toi, tu vas être malheureux si tu restes là. Donc, on a eu une discussion entre adultes, respectés et respectables. On a eu une discussion avec nos enfants. Et mes enfants, aujourd'hui, les 4 sont avec moi dans l'entreprise. C'est pas pour rien. Ils n'ont pas à l'être, ils le veulent. Vous parlez souvent, lorsque vous donnez vos réponses, Daniel, de l'autre personne. Vous Oui. mettez toujours l'autre personne Oui. en avant-plan et comment est-ce qu'elle se sent, Oui. la respecter, communiquer. Oui. Et dans l'émission L'œil du dragon, on a l'impression que vous vous mettez souvent dans les souliers de Oui. ces gens-là, même si vous pouvez parfois être très femme d'affaires. C'est important pour vous se mettre dans les souliers des gens. C'est un des ingrédients qui fait votre succès aussi, parce qu'on a toujours l'impression que vous êtes tellement humaine, vous êtes tellement invitante, mais c'est pas une façade, parce que depuis le début de l'entrevue, toutes vos réponses sont toujours précédées de expliquer le Oui. contexte, Oui. expliquer comment telle personne était merveilleuse, mais comment Oui, oui. Je crois que ça vient de la façon dont j'ai été élevée. Et je pose la question aussi Oui. parce qu'on a l'impression que c'est en train de se perdre un petit peu, cette Tout à fibre fait. humaine-là dans la société. Tout à fait. J'ai donné une conférence dernièrement avec le journal Les Affaires. Et cette conférence, justement, c'était la gestion. La gestion, mais d'une façon différente. Comment je gère, moi, ma façon à moi de voir la gestion d'une entreprise. Et ce qui était intéressant, ce qui est ressorti, c'est communiquer, humaniser et partager. Parce que, fondamentalement, si tu n'es pas capable de te rendre compte que toi seul, avec toutes tes belles idées, le fait que tu sois un leader, un visionnaire, tout seul, C'est secondaire s'il n'y a pas... regardez, je vais même le ramener à l'étape de base. Une main, est-ce qu'elle peut clapper seule? Non, ça en prend une deuxième. Et c'est là où on dit bravo. Donc ça prend toujours quelqu'un d'autre pour t'accompagner, pour faire avec toi. Et c'est pour ça que je parle souvent de l'autre, parce que seule, je n'ai aucune capacité de changer les choses. Je peux vouloir tant que je veux. Alors, je crois que de ramener à l'humain, c'est de réapprendre à se regarder dans les yeux. Je l'ai dit tantôt, c'est de réapprendre à t'écouter. Parce que si je t'écoute, tu vas m'écouter. Si je suis capable d'accepter qui tu es, on dit souvent que de quel droit est-ce que je veux te changer? D'abord, je ne pourrai jamais. C'est illusoire de penser qu'on va changer l'autre. On ne peut que se changer soi-même. Et je dis aussi qu'il y a un gros mal qui nous habite, c'est qu'on a peur de la différence. On a peur de ce qui n'est pas la norme. Mais de quelle norme parle-t-on? De quoi? Qui et quoi est normal aujourd'hui? Au nom de quoi et de qui? Qui fait ces normes-là? Qui? Exactement, oui. Si ce n'est pas un autre être humain, Ouais. suivant ses principes à lui ou à elle. Non. La norme, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer à toi? Comment peut-on changer les choses? Comment peut-on apporter un peu de bonheur et faire prendre conscience que, vous savez, la vie, elle n'a pas changé. C'est nous qui changeons. C'est notre perspective. Alors, c'est de nous peut-être rattacher, d'exprimer les choses avec respect. Je peux et j'ai le droit de ne pas être d'accord avec toi. C'est mon droit. Mais je dois te l'exprimer de façon où j'accepte aussi ton point de vue. Et ensemble, comment peut-on faire que les choses changent? Et j'amène à un autre sujet, l'homme et la femme. C'est magnifique. Cette différence est exceptionnelle. Et j'arrête pas de dire aux femmes, arrêtez, sortez de ce paradigme-là, de dire c'est la bête à abattre, ou l'homme, la femme, c'est la bête à abattre. Non, L'ennemi, oui. mais pas du tout. Mais pas du tout. On est diamétralement opposés. Et alléluia, mais alléluia, parce que c'est la richesse de votre façon de voir les choses et la richesse de ma façon à moi de voir les choses qui va faire que le monde est ce qu'il est. C'est important d'inculquer ça à nos enfants. Je ne veux pas que la question paraisse moralisatrice, mais on semble vivre un petit peu dans une société qui tend à la déresponsabilisation un petit peu. Donc, vous nous expliquez votre parcours,
on pourrait avoir une liste de gens au complet qui auraient dit oui, mais les raisons pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'est parce que oui, mais pourquoi moi, je n'ai pas une bonne relation. Donc, ce n'est pas une question de morale ici, mais c'est important pour vous, vous pensez que c'est une clé importante, la responsabilisation, parce que vous avez souvent dit que bon, faut être responsable de son chemin. Oui. C'est une clé importante auquel on aurait peut-être intérêt à réfléchir et peut-être à recentraliser nos énergies, la responsabilisation. Martin, vous avez touché un point important, je pense, pour l'humanité. Et ce que je dis, je le pense. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. C'est ma vérité. Durant tout mon parcours de petite fille, de jeune femme, de mère et aujourd'hui de grand-mère et de femme d'affaires, si j'ai quelque chose à demander, c'est de prendre un peu plus conscience des choix que l'on fait et des façons dont on assume ces choix-là. Parce que, malheureusement, trop souvent, à petite échelle, à moyenne et à grande échelle, on est toujours en train de trouver un bouc émissaire. Alors que souvent, ça part de nous. Ça part de notre façon de parler. Ça part de notre façon de voir les choses. Ça part de notre façon de nous responsabiliser. J'ai fait une erreur. Parfait. Qu'est-ce que j'apprends de cette erreur et comment est-ce que je suis capable de dire à l'autre ou à moi-même, pardon, je m'excuse, je ne suis pas parfaite. Personne n'est parfait. Personne ne peut tendre. On peut, je m'excuse, tendre à la perfection. Viser, oui. Mais jamais on ne l'atteindra. Jamais. On ne fait qu'apprendre. La vie, c'est ça. Mais de se responsabiliser. Seigneur, qu'il est grand temps qu'on le fasse. Et en le faisant, c'est nos enfants la relève, à qui on va apprendre à dire « Tu as fait ça, tu as voulu ça, assume les conséquences. » Et comprends. C'est probablement le plus bel héritage qu'on peut laisser à nos enfants. C'est le plus bel héritage. C'est le plus bel héritage. Je vous assure que la Terre tournerait mieux et je pense que nos entreprises vivraient mieux, que nos économies seraient moins en danger aujourd'hui si nous nous responsabilisions plus à tous les niveaux, environnemental, santé et autres. Parce que tous les jours, on est tapissé par de l'information qui nous tend à la déresponsabilisation. C'est la faute du gouvernement, Absolument. c'est la faute de telle entreprise, Absolument. tel individu. J'ai pas réussi parce que, c'est pas ma faute. J'ai pas rendu mon rapport parce que mon collègue n'était pas là. Je suis arrivée en retard. Bénin, mais quelles conséquences ça a? Je suis arrivée en retard au travail parce que la température... On le fait au compte-gouttes, mais on ça devient devient, la somme de tous ces choix. c'est une chaîne. Et ça vous vient de votre mère qui, Oui. contre vents et marées, a toujours maintenu le cap par rapport Elle voulait vivre sa vie en respect de son entourage et elle a pris la responsabilité de le faire. Et elle a posé les gestes, bons ou mauvais, pas important. Elle a posé des gestes et elle les a assumés jusqu'au dernier jour de sa vie. Et je vais vous dire quelque chose, vous me ramenez à ça, c'est très émotionnel pour moi, mais vous savez, quand je vous ai dit tantôt, il y a une chose peut-être, je ne sais pas si... Il n'y a pas de pardon à avoir, ok? Parce que c'est une décision que j'ai prise, je l'assume. Je crois que ça a été une excellente décision de venir au Canada, de résider au Québec. Je ne le regrette pas une minute, je ne le regretterai jamais. Mais il y a une chose pour laquelle je me poserai toujours la question. C'est que maman a vécu à mes côtés, ici au Québec, seulement 10 ans. C'est court. Je crois qu'elle n'a pas résisté. C'était un déracinement très profond pour elle. C'est la seule chose que je garderai comme souvenir un peu plus négatif. Vous allez finir par me faire pleurer. Vous êtes une femme exceptionnelle. Mais vraiment, Danielle, comment est-ce qu'elle s'appelait? Eliane. Eliane. Maman Eliane, oui. Est-ce qu'elle a eu la chance de voir l'ampleur de votre succès? Aviez-vous déjà Non. commencé à voir un... Non, je commençais. Elle est partie en 2000 et c'était la période la plus difficile. Mais je n'ai pas lâché. Et elle me disait toujours, je serai à tes côtés, toujours. Et vous savez quoi? Je dirais que depuis qu'elle est partie, donc elle est partie le 13 novembre 2000, on dirait que ma force a décuplé. On dirait que je suis 10 femmes en même temps.
je vois des choses, je ressens les choses, je suis hyper sensible. Et quand ça va pas bien, quand j'ai du doute, je l'appelle. Et souvent, elle me répond. Si vous sentez toutes ces choses-là, oh, oui. Elle ne doit pas être loin. Elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin, elle est partout. Je parle d'elle, nous parlons d'elle tous les jours. Mais tous les jours que Dieu fait, maman est omniprésente. À table, parce que je cuisine, j'adore cuisiner. C'est comme mamie. Tu te rappelles, elle a fait ça. Ses photos sont partout. Elle est là. Elle est encore présente. Et elle sera toujours là, jusqu'à mon dernier souffle. Ouais. Danielle, on a beaucoup parlé des... On dit de vous, il n'y a aucun problème. Ça va exactement avec le sujet de la discussion. Ouh là là. D'être humain et de votre authenticité. Il n'y a pas de gêne du tout là. Moi, je suis ému aussi, profondément. Alors, Danielle, on a beaucoup parlé à date des qualités velours. On a souvent entendu dire dans les médias que vous êtes une femme avec une main de fer dans un gant de velours. La blague a été faite à maintes et maintes reprises que c'est une main de fer dans un gant de crin à cause du gant Renaissance. Les qualités de fer qu'on a besoin, parce que bon, ce moment-là qu'on vient de vivre ensemble, on parle depuis le début de la compassion, de se centrer sur l'humain, d'être à l'écoute énormément. On peut percevoir que c'est les qualités velours qui vous habitent, les valeurs que vous dégagez. Donc, les qualités plus main de fer, que vous pensez qu'on aurait peut-être avantage en tant qu'individu, que société, à peut-être recanaliser nos énergies, peut-être, ou peut-être même avoir une petite réflexion sur ces qualités de fer-là qui ont fait votre succès. Je dirais l'authenticité, je dirais la détermination, sans borne quasiment, et un sens de la négociation. C'est important de savoir négocier, c'est important aussi d'être à l'écoute. Parce que quand on dit négociation, on est à l'écoute. On est à l'écoute de l'autre. Et on est à l'écoute aussi parce que l'erreur qu'on fait souvent, c'est que quand on négocie ou quand on se prépare à négocier, ça peut être un prêt, ça peut être un contrat, dans la vie, on se prépare, mais on se prépare suivant nos besoins. Une erreur. On doit se préparer suivant les besoins de l'interlocuteur aussi. Parce que si on n'a pas compris ses besoins à lui ou à elle, ses attentes, eh bien la négociation, elle s'en va dans cette direction-là et elle va rester dans cette direction-là. Parce qu'on a raté le coche en ne prenant pas pour acquis les autres besoins. Et c'est là où le bas blesse. On doit connaître son adversaire ou son interlocuteur. On doit comprendre ses attentes et ses besoins parce que dans une négociation gagnante, quelle qu'elle soit, c'est le win-win. Et souvent on le dit, « Oh, it has to be win-win ». Mais on ne sait même pas ce que ça veut dire. Le win-win, c'est ça. C'est écouter, c'est se préparer de par nos besoins, mais de par les besoins de l'autre. Donc, plutôt que d'écouter pour répondre, écouter pour comprendre. Oui, parce qu'on dit souvent, je veux, j'ai besoin d'eux. Je sais que... Non. Voici ma vision des choses. Voici comment j'ai planifié, voici mon projet. Je sais par contre que vous êtes dans telle direction. Vous avez les mêmes valeurs que moi. Vous avez la même mission, mais vous avez cette partie-là. Et j'aimerais qu'on essaie de trouver un moyen de faire en sorte que je puisse vous apporter, que vous puissiez m'apporter. Je pense que ce serait un partenariat, une association, une façon de faire qui va être gagnante pour les deux. Voilà comment on devrait négocier. Donc ça, c'est une qualité de faire au-delà de la communication, la détermination, l'authenticité. Revenir aussi de comprendre que la vie est une négociation, on a toujours à négocier. Mais oui, parce que c'est là où vous restez authentique. Mais oui, vous restez authentique à vous, mais vous restez authentique à l'autre. Et vous dites les vraies choses. Puis si ça ne va pas, si ça ne vous convient pas, walk away. D'être capable, ça aussi c'est important. C'est important d'être capable de connaître tellement bien ses valeurs, de dire c'est un contrat dont j'ai besoin. Seigneur, j'en ai besoin. Mais ça ne représente pas ce que je suis. Et je sais que dans 1 an, dans 2 ans, ça ne sera pas beau. Mais j'en ai besoin maintenant. C'est d'être capable de dire merci, mais non merci.
C'est la chose la plus difficile à faire. Je l'ai faite souvent, très souvent. On a dit souvent que c'était par orgueil, pas du tout. C'est parce que je savais que de toute façon, j'allais payer le gros prix, tôt ou tard. Il faut savoir dire non. Très inspirant. Donc là, maintenant, Danielle, vous occupez votre temps, évidemment, avec l'Œil du Dragon, vos entreprises. C'est drôle qu'on parlait de responsabilisation parce que vous êtes maintenant, la raison d'être de vos organisations, c'est la prévention. Oui. Tant au niveau de l'esthétique, au niveau de la beauté, au niveau de l'alimentation maintenant. Donc, c'est quelque chose qui vous passionne énormément, cet aspect-là de prévention, parce qu'il y a un gros travail à faire au niveau sociétal par rapport au taux d'obésité. On regarde ce qui se passe au niveau de la santé. C'est un enjeu qui vient vous chercher une passion viscérale. Je vous dirais que c'est viscéral, c'est vital. Je pense que ma vraie mission dans la vie, ça a été ça depuis le tout début, sans le savoir. J'ai commencé avec un gant d'exfoliation. Oui. J'ai fait de l'éducation. J'ai participé avec mon équipe, bien sûr, à ouvrir un centre de formation hors pair, parce que je crois que le pouvoir, c'est d'abord la connaissance. Si on comprend les choses, on a le choix et on a donc le pouvoir de changer les choses. Si on le fait parce qu'on est ignorant, ça ne fonctionnera jamais. Donc, mon approche à moi, c'est une approche globale. C'est de dire, vous savez, il y a des moyens, il y a des façons de faire où, avec des petits gestes de tous les jours, on peut se maintenir en forme, on peut être en santé. Mais c'est personnel. Et on revient à la responsabilisation. Absolument. Et tu as le choix. Sache seulement que j'existe. C'est-à-dire que les entreprises Danielle Henkel existent, qu'elles te proposent des solutions médico-esthétiques. Parce que pour moi, l'esthétique doit rester là. Pourquoi? Parce que c'est la chaîne ultime. Vous savez, c'est faux et c'est pas honnête de ne pas dire les vraies choses. Tout le monde, vieux, jeune, aspire à une chose. En bout de ligne, à être beau et belle. Mais pour être beau et belle, il faut commencer par la prévention et la santé. Donc, j'ai commencé par la prévention et la santé, et le résultat ultime, c'est la beauté. C'est d'être jeune, même à 90 ans, d'avoir l'allure en santé. Et ça, c'est tellement un message vrai, parce que dans la société, on va dire quand on veut être beau, c'est superficiel, ainsi de suite, alors que personne ne se lève le matin et dit « je veux être laid, je veux avoir un surplus de poids », ainsi de suite. Non, c'est vrai que la vérité, c'est qu'on veut tous être bien dans notre peau, on va vivre dans notre mieux-être. Tout à fait. Et respectons les uns. Ceux qui ont de l'embonpoint, arrêtons de les juger. Oui, absolument. Demandons-leur leur choix. Peut-être qu'ils s'aiment comme ça, qu'ils sont tout à fait à l'aise avec ça. Et qu'un jour, peut-être, comme un fumeur, comme un buveur, ils le vont arriver à la prise de conscience. Ne changeons pas, ne voulons pas. Donnons-leur l'information. Et les outils maintenant, grâce à des organisations. Guidons-les. Mais soyons responsables aussi de dire, à un moment donné, arrête de pousser sur un cheval qui est mort. Il va falloir que tu apprennes à vouloir changer les choses avec ceux qui veulent les changer. Laissons tranquille le reste. Mais j'aimerais qu'on me connaisse et qu'on me reconnaisse autre que le gant Renaissance. Pour ce que nous faisons dans cette entreprise et dans mes entreprises, c'est véritablement de prôner et des outils, et des protocoles, et des façons de faire simples, faciles, mais qui donnent des résultats rapides, non invasifs. C'est un choix que j'ai fait. Je suis donc non chirurgicale parce que je laisse ça aux chirurgiens, je laisse ça aux médecins. C'est correct aussi. Je suis le avant, mais je suis aussi le après. Et ça, c'est important. Et voyez-vous, j'ai 57 ans, aucune chirurgie, puis je me dis, oui, il y a le génétique, mais il y a aussi deux choses sur lesquelles on peut très bien jouer, c'est l'hormonal et le style de vie. Regardez sur trois choses importantes, génétique, hormonal, style de vie, on est capable de transformer 2 des 3. Come on, let's do it. C'est vrai? Vous êtes si inspirante. Écoutez, ça a été un véritable charme, Danielle, de vous rencontrer. Je ne peux pas vous dire au nom des milliers de personnes qui auront le privilège exceptionnel de vivre ce moment-là qu'on a vécu ensemble. Merci. Vous avez été si généreuse de nous laisser rentrer dans votre réalité. Au nom de tous les gens qui vont voir l'entrevue, je vous remercie pour ce que vous faites, pour tout le succès exceptionnel que vous avez, mais surtout, d'abord et avant tout, merci énormément pour qui vous êtes. Vous êtes très gentil, Martin, et ça me touche énormément. J'avais entendu parler de vous et de ce que vous faites aussi. Vous faites bien ce que vous faites et vous devez continuer de le faire parce qu'il y a beaucoup de gens exceptionnels dont on ne parle pas et qu'on ne connaît pas et qui, eux, dans leur petit monde, changent les choses.
Absolument. Et pour terminer, j'aimerais aussi mentionner que ceux qui vont vouloir savoir un petit peu plus, j'ai écrit Je mon m'en livre. allais. C'était ma dernière question. Est-ce qu'on peut vous retrouver, les gens qui veulent vous suivre? Vous êtes une fanatique très active sur Twitter. Tout à fait. Vous faites aussi des conférences de plus en plus. Vous l'avez mentionné pendant l'entrevue, mais donc les gens qui veulent en savoir davantage et qui veulent vivre live l'expérience de Danielle Henkel, Tout à fait. je suis certain que les gens vont adorer et vont retrouver aussi cette même humanité-là qu'on a eu la chance de vivre aujourd'hui. Et le livre est pour bientôt? Le livre est pour le mois de septembre. Le mois de septembre. Et le lancement se fera en septembre, mais on me verra certainement au Salon du Livre. C'est un livre qui va être très particulier parce que c'est une biographie, une autobiographie, mais elle est tellement réelle que c'est quasiment un roman. Et elle est assez époustouflante, oui. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir. J'avais le goût de partager. Bien, ça nous fera plaisir, de le lire, mais surtout d'en faire la promotion auprès de notre réseau de la meilleure année de votre vie, puisqu'on est des dizaines de milliers à travers le monde. Donc, ça nous fera un plaisir d'être les ambassadeurs de votre merveilleux message. Et si moi, je peux me permettre de quitter là-dessus, je suis sûr et certain, Danielle, que si Eliane est ici... Elle est là. J'en suis convaincu aussi. Je suis certain qu'elle aimerait vous dire qu'elle est... Elle est là. Excessivement fière de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Danielle Henkel. Merci, Martin. Merci à vous et à tous ceux qui nous ont écoutés et qui vont nous écouter. Merci.